Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Permettez-moi de me présenter. Éric Garot, je suis le nouveau directeur général de Claranova depuis le mois d'avril. Et à mes côtés, j'ai également l'honneur et le privilège de vous présenter Xavier Rojo, qui est le CFO de l'organisation. Donc aujourd'hui, on prendra les 20 prochaines minutes pour vous parler un peu de la société, le nouveau plan stratégique qu'on a présenté aux actionnaires le 30 octobre et évidemment, si le temps nous permet, répondre à vos questions. Donc, Claranova, un leader de la tech, un leader mondial, essentiellement axé sur deux activités clés, le commerce électronique d'objets personnalisés et l'édition de logiciels. Chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros, 772 salariés, 95 % de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger, 44 % de nos effectifs qui sont des femmes. Les deux activités essentielles sur lesquelles repose le groupe, donc Planet Art, comme je vous mentionnais, le leader mondial de l'e-commerce d'objets personnalisés, un solide portefeuille de plusieurs sites web, d'applications et de différentes marques. Donc, on parle de photos avec Freeprint, une déclinaison où on fait évidemment des cadres photos, on fait des albums photos, on fait plus loin également dans l'offre de e-commerce des cartes de souhait, des objets personnalisés. Donc, c'est 365 millions de chiffres d'euros, 20 millions de ROC normalisés, environ 73 millions de clients depuis le début de l'activité. L'autre activité, c'est AvantQuest, donc un éditeur de logiciels B2C de premier plan, évidemment, qui est en mode SaaS. Parmi les 10 éditeurs de logiciels mondiaux, avec une distribution dans plus de 190 pays, 122 millions de chiffres d'affaires, 28 millions de ROC normalisés, essentiellement axé sur 3 verticales très forts. Le PDF avec la marque phare du groupe Soda PDF au niveau de la sécurité Adaware et InPixio pour tout ce qui est l'édition de photos. Oui, pardon. Donc, au niveau de l'actionnariat, une répartition à la fin de notre exercice fiscal. Nous avons un exercice fiscal qui se termine au mois de juin. Et vous le voyez, donc, des actionnaires qui sont principalement des actionnaires des petits porteurs, avec un flottant de 63%, mais également un corps constitué par nos dirigeants, principalement des dirigeants qui sont également administrateurs, voire nous qui sommes salariés de la société, et donc une action cotée sur l'Euronext que vous pouvez suivre dont vous pouvez suivre le cours. À noter également un actionnariat d'institutionnels qui ne représente que 12%, et ça fait partie des stratégies que nous avons de reconquérir ces actionnaires qui nous ont suivis dans le temps et qui sont de plus en plus présents. Au niveau des résultats, donc là nous vous montrons les résultats, le chiffre d'affaires, les chiffres clés de l'exercice 24 que nous avons terminé en juin. Donc vous le voyez, un chiffre d'affaires qui est stabilisé aux alentours de 500 millions d'euros, 496 sur l'exercice. Un ROC normalisé, donc c'est notre EBITDA avec des retraitements liés à IFRS qui est en très nette croissance. Nous avions axé notre stratégie sur une reconstitution de nos marges et donc aujourd'hui nous arrivons à 9,3 de marge opérationnelle. Vous le verrez dans notre plan stratégique, les ambitions vont bien au-delà. En raison des évolutions stratégiques que nous avons menées de restructuration de notre dette, d'acquisition de nos actionnaires minoritaires, nous avons malheureusement un résultat net qui reste encore négatif depuis plusieurs exercices, mais avec une très forte volonté de le reconstituer, nous en reparlerons. Au niveau de la capacité d'autofinancement, par contre, c'est une particularité du groupe, c'est que nous sommes générateurs de cash qui nous permet d'assumer notre développement, de continuer à investir notamment dans le nerf de la guerre qui est notre activité de e-marketing. Et donc, vous le voyez, une capacité à générer de l'autofinancement de façon très significative. Au niveau de la dette, historiquement, donc nous sommes aujourd'hui à un pic de dette. Nous avons pris l'engagement de nous désendetter. Et vous le voyez sur l'exercice, nous terminons à une dette nette de 102 millions d'euros. Donc, le plan stratégique, cette approche est axée alentour essentiellement de One Claranova avec une mission claire qui est de transformer l'innovation technologique en de solutions centrées sur l'utilisateur. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire cette stratégie qui sera axée, basée sur 3 piliers pour une croissance rentable. Lorsqu'on parle de croissance rentable, on parle d'une croissance qui est essentiellement faite et basée sur notre capacité à continuer à améliorer nos marges, comme on parlait plus tôt, et on vous expliquera au final la résultante de ça. Donc, Claranova n'est plus une société ou un holding de participation, mais c'est de devenir un groupe plus intégré,
d'envergure internationale. C'est également de capitaliser sur une des choses que le groupe fait bien depuis plusieurs années, c'est l'exploitation de l'IA et de la data et d'aller plus loin en ce sens pour conquérir les clients. Et évidemment, c'est d'exploiter des synergies pour améliorer nos performances financières. Tout ça veut dire quoi? Et je vais rapidement passer à travers les piliers parce qu'on veut faire attention au temps qui nous est alloué. Mais évidemment, le premier pilier, c'est de devenir un groupe plus intégré d'envergure internationale. Ce qui veut dire, et ce qu'on a essayé et ce qu'on a annoncé récemment, pardonnez-moi, c'est que lorsqu'on regarde la composition des activités historiques du groupe, on regarde évidemment le cœur de métier. On regarde où il y a des synergies, où en fait les connaissances sont similaires, où la stratégie pour la mise sur le marché est également similaire. Donc, ce rapprochement entre AvantQuest et PlanetArt, une vision commune, partager des objectifs qui sont clairs et qui sont simples. Ça ne veut pas dire, ceci dit, une intégration des entités juridiques. Ça veut dire plutôt aller dégager des synergies, partager un savoir-faire. Ça veut également dire, par contre, que lorsqu'on regarde le groupe, MyDevices est une activité maintenant que le groupe a engagé une banque ou un banquier d'affaires pour se départir de cette activité-là. MyDevices est une activité à être vendue dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde One Claranova, force est d'admettre que MyDevices, en termes de stratégie, go-to-market, sur la connaissance, n'a pas beaucoup de rapprochement et de synergie avec le restant du groupe. Donc, lorsqu'on parle d'amélioration de notre stratégie de mise sur le marché, bien évidemment, je vous ai parlé de la techno, je vous ai parlé de l'IA, c'est un partage des connaissances. C'est la mise en commun de certaines de nos briques technologiques. C'est de mutualiser l'innovation, pas nécessairement les équipes, mais notre approche sur l'innovation. De faire de l'innovation aujourd'hui, de faire de l'IA au niveau où on veut le faire pour mettre dans nos produits, c'est important d'avoir des objectifs communs et de mettre les meilleurs talents ensemble pour réussir à le faire plus rapidement et évidemment de façon plus efficace. Donc, ce sont des meilleures pratiques opérationnelles. Ce sont également d'avoir un esprit et des objectifs qui sont communs. Donc, c'est vraiment cette transition de société de portefeuille d'activités à un groupe plus intégré. Le deuxième pilier stratégique, c'est, je vous ai mentionné, oui, l'IA, l'innovation, la data. Aujourd'hui, l'IA ne vit pas vraiment sans la data. La data, c'est ce qui nous permet d'améliorer, en fait, la qualité de l'intégration de l'IA dans nos solutions et au final, avec comme objectif très clair, de pouvoir conquérir plus de clients et de les retenir à long terme, donc de les fidéliser. Si on regarde chez Claranova et à travers les différents business, bien évidemment, on a de l'IA dans nos produits, que ce soit sur PlanetArt, que ce soit sur une Pixio dans la photo, que ce soit dans le PDF. Mais cette IA, on veut aller encore plus loin. On a démarré l'IA chez Claranova il y a 5 ans, en 2019 en fait chez AvantQuest. Aujourd'hui, on regarde l'IA plutôt de façon autogénérative, auto-apprenante. C'est également aussi des plateformes multimodales, ce qui veut dire que les modèles d'IA qu'on a et qu'on développe à l'interne peuvent être mis en couche pour au final améliorer le résultat de nos solutions vers les clients. Donc, c'est évidemment une meilleure prise de décision. C'est également aussi améliorer les produits, voire qui mènent à l'engagement des clients. Et au final, tout ça, c'est améliorer le retour sur nos investissements d'acquisition client. Donc, vous donner quelques exemples, et je fais très rapidement. Lorsqu'on parle de data et que vous puissiez comprendre, lorsqu'on a un groupe qui vend dans plus de 190 pays et territoires dans le monde, qui fait plus d'une transaction, et je vous ai parlé de pays ici, mais j'ajoute des territoires parce que, bon, si on regarde l'ONU, etc., on n'a pas tout à fait le même compte. Plus d'une transaction seconde, plus de 100 millions d'utilisateurs, plus de 5 milliards de points de contact avec les clients, que ce soit, par exemple, sur les annonces qu'on place sur les différentes plateformes, que ce soit Google, Microsoft et les plateformes de Meta, que ce soit ces interactions dans nos applications ou sur le web. Donc, tout ça nous permet, en fait, au final, de créer des personas, de mieux comprendre le comportement des consommateurs, de leur servir de meilleures expériences et, au final, valoriser, en fait, ce passage de ces clients-là sur nos sites, dans nos propriétés.
Donc, par exemple, les ventes croisées. Lorsqu'on pense à un rapprochement sur le catalogue entre AvantQuest et PlanetArt, c'est cette capacité, par exemple, d'avoir un créateur de contenu qui utilise, par exemple, NPixio pour modifier, éditer sa photo et de lui offrir la possibilité d'aller beaucoup plus loin, d'imprimer des photos, d'imprimer des albums photos et voir plusieurs autres produits. C'est aussi, par exemple, l'idée de dire, d'exploiter la data, de comprendre qu'on peut avoir des visiteurs qui ont eu peut-être un événement heureux dans leur vie, soit un mariage, un nouvel enfant ou peu importe, et ce qui veut dire qu'éventuellement, de pouvoir proposer en titre de vente croisée des produits additionnels en lien avec ces événements-là, donc une propension beaucoup plus grande à améliorer le panier moyen. Donc ça, c'est un exemple très concret sur l'exploitation de la data. Tarification dynamique, on n'a qu'à penser évidemment selon le type de fonctionnalité. Il y a des fonctionnalités dans nos applications qui sont, disons, plutôt des commodités. Donc, les gens sont moins, en fait, prêts à dépenser le nombre d'euros parce qu'on peut trouver des solutions similaires ailleurs. Et il y a des solutions ou des activités plus évolutives où les gens sont prêts à débourser un peu plus. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la tarification qui est modulée. Le troisième pilier, on parle d'exploiter les synergies. On veut augmenter la performance familière. Donc, c'est évidemment, je vous ai parlé des investissements d'acquisition client. Donc, toujours travailler, partager au final ces connaissances que les deux sociétés, que ce soit AvantQuest et PlanetArt, ont, mettre tout ça ensemble pour aller améliorer nos coûts d'acquisition. L'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur. Cette capacité, en fait, à augmenter les ventes croisées, de faire plus d'argent avec le même client en l'exploitant à une variété de produits. Lorsqu'on regarde le catalogue produit entre AvantQuest et PlanetArt, par exemple, celui-ci offre des opportunités additionnelles de vente croisée. C'est aussi de poursuivre l'expansion au niveau du B2B. Tant chez AvantQuest que chez PlanetArt, une portion de notre audience est dans le B2B. On a développé notre technologie pour servir avant tout à l'interne nos clients en B2C, mais on sert aussi à l'occasion des clients en B2B, sans nécessairement avoir fait les efforts concrets pour développer ce segment-là. Aujourd'hui, ce qui fait partie de notre plan de croissance, c'est de reprendre nos briques technologiques et d'aller adresser spécifiquement des clients en B2B. Évidemment, l'expansion ou l'extension dans des zones géographiques. Le groupe, de façon globale, dispose en fait de connaissances importantes sur comment est-ce que les clients pensent, réfléchissent et qui sont en fait les triggers, si je peux me permettre, qui font qu'ils achètent. Bien évidemment, cette possibilité-là de partager cette connaissance-là et de faire en sorte que plus de produits de notre catalogue soient ouverts ou offerts dans les pays où ils ne sont pas, c'est une des raisons d'opportunité de croissance pour le groupe. Sur les coûts, bien évidemment, je vous ai parlé de mettre des choses en commun. En termes de développement, c'est clair. La capacité d'internalisation et de mettre à profit notre taille à partir du moment où on parle d'une voie unifiée vers des acteurs, que ce soit de très grands acteurs aussi comme Amazon, par exemple, ou avec Meta. Ils ont tous, en fonction des volumes d'affaires, des programmes qui nous permettent d'aller chercher des points de pourcentage. Bien, en parlant d'une seule voie unifiée, on bénéficiera de ça. Évidemment, l'efficience organisationnelle, on a fait des changements dans l'équipe de direction pour se poser des questions et s'assurer qu'on a les meilleurs talents au bon endroit, sans en avoir trop, et les mettre surtout sur les piliers de croissance que l'organisation voit dans les années à venir. Sur les performances financières, je repasse la parole à Xavier. Donc, trois axes principaux identifiés qu'on vous détaille ici, avec un seul objectif, c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire à long terme, générer de la croissance, augmenter la rentabilité et renforcer notre bilan. Donc, quelques éléments liés à notre engagement sur les années à venir. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons fini l'exercice avec 496 millions d'objectifs. Notre objectif en matière de croissance de chiffre d'affaires, c'est de faire une croissance de l'ordre de 5 à 8% jusqu'à l'horizon 2027. Ça nous positionnera à un chiffre d'affaires de 625 à 575 millions d'euros. Bien évidemment, en conservant également l'objectif essentiel d'augmenter notre rentabilité. Et cette rentabilité, nous la ciblons, nous la recherchons aux alentours de 13 à 15% sur l'exercice, en fin d'exercice. Et le dernier levier sur lequel nous voulons absolument agir, c'est d'être capable de se désendetter
et de réduire notre ratio d'endettement net. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons une très forte capacité à générer de l'autofinancement, donc de la trésorerie. Et vous le voyez ici, ça nous conduit à réduire très nettement notre effet de levier. On continuera à gérer notre dette, c'est un sujet important pour le groupe. Nous avons passé une première étape, nous continuerons à y travailler, renforcer notre bilan et également être en mesure de renégocier, de faire évoluer cette dette et de faire baisser le prix en fonction de l'amélioration de notre profil de risque. On ne fait pas ce développement sans être extrêmement soucieux de notre impact environnemental. Et ce n'est pas parce que nous sommes une boîte cotée avec des obligations extrêmement importantes. C'est vraiment une conviction au niveau de l'ensemble du groupe. C'est une conviction au niveau de nos administrateurs. Et nous y travaillons. Donc au-delà d'avoir renforcé notre comité RSE, nous avons également mis des actions très concrètes en place avec, vous le voyez déjà, des très beaux résultats. À la fois un bilan carbone qui est très satisfaisant. On obtient un niveau de médaille d'or avec faire partie du top 1%, donc c'est quand même un très beau résultat. Nous continuons à nous engager dans ce domaine-là. On a des engagements très forts sur l'avenir et donc on va continuer à œuvrer, à se développer, puisqu'on voit qu'on fait du papier, du transport, etc., à se développer dans des bonnes conditions d'impact limité. Tu vas ? Donc, avant de parler directement de ça, on a parlé également un peu plus tôt, on vous a parlé de One Claranova. Donc, dans l'actualité, après la présentation de ce plan stratégique-là, donc il y a environ déjà peut-être une dizaine de jours, on a également annoncé dans cette poursuite de cet objectif-là le rachat des minoritaires sur Planète Art. Donc, c'est un point important aussi, c'est un jalon additionnel dans cette création de valeur et cette direction que Claranova s'est donnée. Donc, évidemment, on a fait paraître les communiqués de presse, l'information, etc. Mais pourquoi et dans quelle perspective on fait ça? Bien, évidemment, à partir du moment où les intérêts de tous et chacun sont alignés sur le groupe. Et ça, bon, mais ça va évidemment à partir des filiales jusqu'aux équipes de direction. C'est de s'assurer que cette vision-là commune de création de valeur, elle est partagée. C'est dans cette perspective-là qu'on a fait également ce rachat des minoritaires-là. C'est de faire en sorte que la valeur, elle se crée par des synergies, comme on vous a parlé plus tôt, des synergies de croissance, des synergies de coûts. Et c'est cette expression-là d'un groupe One Claranova beaucoup plus intégré. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde Claranova, bien, évidemment pour nous, ce qu'on fait, c'est une approche un peu plus de démocratisation, de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on voit l'avenir, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce qu'on crée de la valeur pour nos actionnaires actuels et futurs. Pourquoi on pense que, évidemment, avec cette conviction qui nous appartient à moi, à Xavier, aux gens chez Claranova, Claranova est une opportunité d'investissement. Bien évidemment, ce sont des produits de premier plan. Ce sont des produits qui se comparent avantageusement avec la compétition, que ce soit au niveau du PDF, de la photo, de la sécurité, des objets personnalisés. Je vous invite à essayer nos produits. D'ailleurs, ils sont tous ou à peu près disponibles en version d'essai. Vous pourrez apprécier la qualité du développement et de la réflexion technologique qui est fait et qui est mise en place dans ces produits-là. De plus, ces produits sont offerts dans des marchés qui sont très vastes et en croissance. C'est évidemment cette nouvelle stratégie orientée sur la rentabilité. C'est une rentabilité et une croissance profitable. C'est ce qu'on met de l'avant. Donc, ce sera une croissance qui sera faite de façon organique. On n'entrevoit pas faire une croissance externe. On est plutôt focalisé sur les synergies et l'amélioration de nos marges opérationnelles. Donc, cette équipe focalisée sur le renforcement du bilan et de la valeur pour l'actionnariat, c'est au cœur de nos discussions et c'est également au cœur de nos décisions. Et au final, c'est une capacité d'innovation renforcée. Nous sommes un groupe technologique, oui, résolument orienté sur les consommateurs, le B2C, comme j'expliquais plus tôt, avec des projets très clairs pour prendre de nouvelles parts de marché au niveau du B2B. Mais tout ça, en fait, ça se résume à One Claranova. C'est un groupe qui est beaucoup plus axé sur la création de valeur, un alignement des intérêts avec les actionnaires. Et sincèrement, c'est pourquoi aujourd'hui, on se présente devant vous avec un objectif sur 2027 qui est ambitieux, soit,
mais qui nous paraît tout à fait réalisable, mais surtout qui nous permet de tourner la page avec le passé, de regarder le futur ensemble et de bâtir ce nouveau Claranova, ce One Claranova. Le temps est écoulé. Nous allons vous remercier. Donc, merci à tous. Juste pour vous informer, nous sommes au kiosque. Je dois faire un peu de vente quand même, là, ici au final. Au kiosque 192. Si vous avez des questions, en fait, plus particulières, vous avez envie de discuter ou même de nous challenger sur nos décisions, sur nos stratégies, ces choses-là, je suis un partisan d'une discussion ouverte et respectueuse. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer au kiosque 192. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous.